Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Sans vraiment y faire attention, on respire tous près de 20 000 fois par jour, permettant à nos cellules de produire l'énergie indispensable à leur survie. Si la respiration est autonome, elle peut aussi être consciemment contrôlée, et on bénéficie alors de la seule voie d'accès à la maîtrise de notre physiologie. Car le rythme de la respiration peut tout modifier, de la fréquence cardiaque à la production des hormones, en passant par la digestion. Dans cet épisode, Leonardo Pelagotti me livre quelques-uns des secrets de cet outil de biohacking surpuissant. Il m'apprendra notamment à augmenter mon énergie le matin au réveil, à gérer mon stress avant une présentation importante, et à accélérer mon processus de récupération après une séance de sport. Mais nous parlerons aussi d'autres outils passionnants comme la bague de suivi de sommeil Oura ou le principe de mouvement Animal Flow. Bonne écoute! Salut Léo! Bonjour, ça va? Ouais, super. Écoute, je suis très content de te recevoir dans mon petit Airbnb parisien pour ce nouvel épisode de Limitless Project. On va parler d'un sujet qui est à la base du podcast, qui est le biohacking, et plus spécifiquement de la respiration. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Donc, Leonardo Pelagotti, d'origine italienne, comme vous entendez. Ça s'entend, ouais. Mon nom. Donc, je suis le fondateur d'Inspire Potential. C'est un projet avec lequel on organise des stages, des retraites, des cours autour de la méthode Wim Hof, de la respiration, du mouvement naturel, du jeûne intermittent, du contact avec la nature, des techniques de biohacking et du yoga. Voilà, c'est un projet très large avec ma compagne, ma conjointe partenaire dans Inspire. Moi, je suis de formation, disons, gymnaste et ingénieur. Donc, c'est la formation du corps, gymnastique artistique au niveau national, plus de 15 ans. Scientifique, donc, pour les études que j'ai menées. Et j'ai pratiqué aussi le Kung Fu Shaolin pendant 5 ans pour devenir ceinture noire. Et ça m'a intéressé tout ce qui est respiration, méditation, force aussi de l'intérieur et pas que du corps. Et par ces biais-là, je suis arrivé à tout ça. Et aujourd'hui, disons que par hasard, je suis en train de me spécialiser dans la respiration parce que je trouve il y a un grand potentiel là-dedans. Dans les yoga, on en parle beaucoup et moi, je suis convaincu que la sagesse ancestrale et ancienne du yoga est à redécouvrir. Et donc, finalement, ça aide les gens aussi. Et je suis en train de me spécialiser là-dedans. Donc, j'ai écrit un bouquin sur la respiration récemment et j'anime des stages, etc. Ouais, je mettrai le lien du bouquin que j'ai lu d'ailleurs, qui est hyper intéressant parce qu'il est très court mais très incisif avec plein de techniques justement de respiration adaptées à des contextes donnés. Et donc, c'est directement applicable, c'est plug and play, quoi. Et donc, j'ai trouvé vraiment super. Donc, je mettrai les liens, etc. Avant qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle de la respiration, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur justement cette vision assez holistique du sport, peut-être du yin et du yang, des choses plutôt feu comme le mouvement, etc. et plutôt froid, récupération comme la respiration, la méditation. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet équilibre-là, de cette volonté d'équilibre-là dans ta vie et peut-être dans la vie des gens, comment est-ce que ça s'opère? Oui, c'est très bien dit. Je pense que d'ailleurs, l'objectif principal de ce qui ont fait de nos pratiques, c'est avoir un état d'équilibre. Effectivement, yin et yang, ça parle bien. Les feux et les froids aussi, c'est des belles images pour comprendre un peu que finalement, même si on veut se spécialiser dans une direction, c'est qui compte à la fin, c'est avoir un équilibre. Et donc, il y a les côtés, au niveau physiologique, on peut parler d'anabolisme et de catabolisme. Ça, les athlètes, ils connaissent bien. Donc, ça veut dire entraînement, repos. En fait, c'est cyclique. C'est qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir quelque chose qui dure dans les temps, et pas juste dans l'immédiat, et que ça soit aussi efficace, il y a une notion de cycle, de cyclicité dans nos pratiques. Et donc, on connaît bien l'importance de bouger, du mouvement, de se dépasser, c'est très important. Des fois, on oublie un peu l'importance du repos.
de la respiration, des choses qui sont plus en lien avec l'introspection et les stops, les pauses du mouvement, parce qu'on vit dans une société qui va très vite, effectivement. Donc, on est un peu activiste, même si on veut pas l'être. Et donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais à 100% dans l'activisme, mais physique, pas forcément négatif, mais je m'entraînais beaucoup, j'ai couru dans tous les sens, je faisais plein de choses en même temps. Effectivement, ça, dans les temps, ça tient pas la route, même si t'es gymnaste au niveau national, tu te dis plein des performances, des santé, tout ce que tu veux, mais en fait, non, les corps petit à petit étaient déréglés, et un peu d'inflammation par ici, les blessures, la maladie, manque d'énergie sur les longs termes, et tu devrais être au top autant que gymnaste. Donc effectivement, en introduisant tout ce qui est technique de respiration, des méditations, qui sont des moments de pause, des régénérations avec des objectifs très différents, comme j'en parle dans les livres, chaque respiration peut t'aider. En introduisant des pauses aussi digestives, les jeûnes intermittents, c'est tout simple, en essayant de m'alimenter de façon des qualités, c'est sûr, mais aussi intelligente par rapport au rythme circadien, au rythme biologique, et en mettant bien en avant aussi les sommeils, en faisant attention à ne pas les perturber trop, et ça amène une notion d'équilibre. Et eux aussi, ce qui m'a beaucoup équilibré, moi, c'est le froid. J'avais un excès de feu, disons, dans l'Ayurveda, un Inde, on en parle bien de ça, des doshas. Moi, j'étais Pitta, pour ceux qui connaissent l'Ayurveda, trop de Pitta, trop de feu. Le feu est bien, mais trop, ça va pas. Tous les éléments, d'ailleurs, sont bien, hein. Et moi, il me manquait un peu d'air, un peu d'eau, un peu de terre, disons. Je l'avais un peu, mais ça m'a équilibré. Donc, tout ce qui est froid, dans la méthode Wim Hof, plus respiration, finalement, ça a apporté un équilibre à mon tempérament feu. Et voilà, donc un peu de yin, un peu de yang. Et aujourd'hui, j'essaye d'avoir donc une pratique plus équilibrée, qui paye dans le long terme. Ouais, c'est super intéressant. Je suis un peu comme toi, j'ai la même maladie d'hyperactivité où j'ai du mal à me poser et à rien faire. Et en ça, la méditation a été une belle découverte parce que, tu vois, moi j'ai vraiment du mal à me poser dans un canapé et rien faire. Mais quand je médite, en fait, j'ai l'impression de faire quelque chose, tu vois. Donc c'est une forme de hack de mon propre tempérament. Et ça m'a apporté beaucoup de calme, de détachement, de recul, d'apaisement. Et moi j'ai un boulot, tu vois, je suis entrepreneur, j'ai des grosses journées, je fais beaucoup de choses parce que je suis un gars passionné par plein de trucs. J'adore le sport aussi, je lis plein de trucs. Enfin bref. Et donc ça m'a apporté vraiment beaucoup de calme et ça a été très très appréciable. Et d'ailleurs j'ai aussi, je pratique aussi le froid et j'y ai trouvé beaucoup d'avantages. Donc probablement que c'est pour les mêmes raisons. Justement par rapport au froid, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi est-ce que tu as eu envie? Comment est-ce que tu l'as découvert déjà? Et pourquoi est-ce que tu as eu envie de continuer? Qu'est-ce que tu ressens que ça t'apporte? Alors, l'envie de continuer était évidente parce que dès que j'ai commencé à pratiquer les froids, c'était dans les cadres de la méthode Wim Hof. Quand je l'ai découvert, j'étais tellement mieux tout de suite. T'es parti en Pologne du coup? Alors moi d'abord, j'ai découvert Wim Hof à la maison. J'ai fait ce qu'on appelle les cours en ligne. Et après, je suis parti à Barcelone. J'ai rencontré Wim Hof. J'ai fait un stage avec lui. Et après, j'ai commencé les parcours pour devenir instructeur. Donc Hollande et Pologne. Voilà, et après, il y a toute une histoire avec la méthode Wim Hof, mais peut-être on en parlera une autre fois. Mais donc, moi, j'ai commencé à prendre une douche froide, c'était le 1er janvier, l'eau était froide, c'était une bonne période. Ça m'a tout de suite donné de l'énergie, ça m'a tout de suite donné une bonne humeur, plus de sérénité mentale. Donc, pour les stress que j'avais, c'était magnifique. Parce que j'étais un peu stressé, travail ou autre chose, la vie parisienne, mais ça m'a calmé, ça m'a donné une bonne humeur, donc moins de stress, plus d'énergie. Donc je me sentais bien dans la journée, en forme, physique et mentale. Donc là, ça te donne envie de continuer. Quand tu te sens comme ça, tu te dis, bah attends, c'est génial. Parce qu'avoir de l'énergie, être de bonne humeur dans une journée, eh ben c'est cool, hein. Tu peux faire plein de choses. Donc ça, et comment je suis arrivé, c'était par destin ou par hasard, un ami de Londres, parce que moi j'ai vécu en Angleterre avant, ils étaient un peu en avance des phases par rapport à la France sur tout ce qui était la méthode Wim Hof, simplement aussi parce que la méthode Wim Hof, tout était en anglais, donc voilà, ça arrive plus lentement. Et donc il connaissait déjà Wim Hof et il m'a donné son livre, et par le biais de son livre, j'ai connu, et après j'ai regardé les documentaires de Vice, à l'époque c'était les seuls qui existaient, et ça m'a intrigué. Après un voyage en Islande, ça m'a permis de mettre en pratique parce que j'étais vraiment curieux et j'ai fait une baignade dans la mer du Nord fin novembre. Et voilà, là, j'ai testé les froids pour la première fois. J'ai vu que c'était possible
Parce que j'avais un peu d'appréhension, hein, quand même. Moi, je suis italien, j'avais jamais travaillé avec le froid. Est-ce que c'est vraiment possible, ces gars qui fait des records? Peut-être c'est différent, peut-être il faut des années de préparation. Mais en fait, non, pas du tout. Et il faut un peu de préparation, mais très vite, on y arrive. Donc, j'ai cassé mes croyances limitantes culturelles par rapport au froid. Et là, je me suis mis, et donc c'est grâce à ça que j'ai commencé. Et est-ce que tu vois une vraie différence entre l'exposition en froid telle que tu peux la faire chez toi, par exemple prendre des douches froides le matin ou un bain froid, pourquoi pas, et le fait de le faire en milieu naturel, dans des rivières d'eau gelée en montagne? Ah oui, c'est différent, c'est sûr. Alors, la douche froide à la maison, c'est pratique. Alors, disons, il faut aussi avoir de la praticité dans la journée. Tu te réveilles, tu vas pas chercher un lac gelé dans les montagnes, après tu reviens. Tu peux pas le faire tous les jours, en tout cas. La douche froide à la maison, c'est très pratique. C'est bien. Tu as un hack, comme tu disais, bio-hack, à la maison. Au lieu de faire ta douche chaude, tu peux la faire aussi chaude, mais tu mets du froid. Ça, à la fin, surtout, ça te réveille, ça produit les bonnes hormones. Donc là, c'est bon. Après, moi, je suis pas fan du congélateur à la maison. Je sais pas, c'est pas mon truc. Par contre, j'adore les baignades en nature. Alors pour moi, ça, il n'y a pas de prix. C'est 1000 fois mieux. Il y a l'énergie de la nature qui va avec. Ça peut être la mer, ça peut être l'océan, ça peut être une cascade, une rivière, un lac, des montagnes. Et en fait, il y a vraiment une connexion avec les éléments autour de toi qui apportent un élément de plus. Hein. Par rapport à faire un petit bain des glaces dans un pièce, dans une maison à Paris. Je fais aussi des stages à Paris, hein, c'est pratique. On organise, voilà, les glaçons, c'est pour découvrir, c'est bien. Mais par rapport à faire un bain dans un lac en montagne, une cascade, la mer, il y a pas de photo. C'est pour ça que aussi moi, mes stages, je les organise à 90% dans la nature. Il y a une vraie synergie. C'est évident quand tu te mets un maillot de bain au milieu de montagne ou en dessous d'une cascade, tu as un autre vécu de la chose qui t'apporte autre chose par rapport au simple fait d'être exposé au froid. Il y a je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer et du coup, en hiver, vers 7h du mat, avant d'aller au bureau, je vais parfois justement dans la mer me baigner. Alors, l'eau est gelée, donc tu vois, t'as vraiment cette attaque hyper incisive de ton cerveau. Et donc, du coup, tous tes problèmes, tout ce que tu peux avoir dans la tête, etc., part en une fraction de seconde. Puis après, justement, tu te cales sur la respiration, tu te calmes. Et là, tu vois le soleil qui commence à se lever en face de toi. Et justement, tu t'es en train de réussir à trouver du confort, de la beauté dans un stress intense. Et c'est juste merveilleux. Ah, c'est génial, ça. Ouais, du coup, bon, comme je te l'avais dit, j'ai déjà fait un épisode sur Wim Hof avec Ice Mind. C'était le premier ou le deuxième épisode de Limitless Project. Donc, on va pas trop parler de ça, mais j'aimerais qu'on parle plus de la respiration. Oui. Donc, justement, venons-en. Avant de parler justement du biohacking, de la respiration, etc., j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est déjà beaucoup plus fondamental, la base. À quoi ça sert de respirer? Parce qu'on respire tous 20 000 fois par jour. C'est un truc autonome on sait que c'est indispensable à notre survie, que ça nous permet potentiellement peut-être de gagner de l'énergie, etc. Mais à quoi ça sert en réalité d'un point de vue physiologique de respirer? Donc, disons que sans respiration, on ne dure pas très longtemps. On dit qu'on peut aller sans manger 3 semaines, sans boire 3 jours et sans respirer 3 minutes. Et encore, la respiration est vraiment la base du mécanisme de la vie cellulaire, de la respiration cellulaire, du métabolisme. On produit de l'énergie, on l'utilise, on a des déchets, on les élimine. La respiration, sans oxygène, on ne dure pas très longtemps. Donc, il y a la filière aérobique, la production de l'énergie et le métabolisme cellulaire avec oxygène, qui est la plus importante. La filière anaérobique, c'est là en émergence pendant des temps très courts et pour nous donner encore un peu d'énergie dans les cas où on peut respirer dans 30 secondes. Mais sans respirer, il n'y a pas de vie. Hein. D'ailleurs, la première chose qu'on fait quand on est né, c'est un premier inspire. Avec cela, on ouvre les poumons et le premier cri de l'enfant, la vie commence. Et la vie se termine avec les derniers soupirs, les dernières expirations. Voilà, on parle de la vie sur Terre. Et donc là, ça nous accompagne, ça s'arrête jamais. Il y a des moments de pause, disons c'est quelques apnées qu'on va pratiquer dans la vie. Mais finalement, on va jamais vraiment arrêter ces mécanismes qui est volontaire et autonome à la fois. Ça veut dire que, bien sûr, quand vous oubliez de respirer, votre corps le fait pour vous. C'est bien, comme ça, on peut utiliser nos ressources à faire autre chose. Et quand on veut, on peut penser à respirer, la respiration consciente. Les simples faits d'observer un mécanisme physiologique
par le biais de l'interoception, de l'observation de soi, ça calme, ça apaise. Le simple fait de respirer consciemment, c'est une technique de méditation. Et en plus, on peut, si on sait, faire des techniques de respiration. Alors ça, c'est du biohacking naturel. C'est les techniques du yoga, du pranayama, du breathwork, de tout ce que vous voulez. Et là, on change notre physiologie, on change notre énergie, on change notre système nerveux autonome. Donc... Ok, on va parler du biohacking, de la respiration, mais déjà sur la respiration autonome qu'on a justement à longueur de journée, on entend parfois dire qu'on respire mal. Pourtant, c'est quelque chose d'autonome, donc qui est censé être inscrit dans nos gènes. Oui, Donc, pourquoi est-ce que ce système serait imparfait déjà ? Oui. Non, mais le système, il n'est pas imparfait. Nous l'utilisons malheureusement de façon déséquilibrée. Alors, on revient à la notion de l'équilibre. C'est parce que nos vies, d'ailleurs, sont déséquilibrées. On a un corps humain qui a des centaines de milliers d'années, qui a évolué dans un milieu extérieur, en contact avec la nature, avec presque pas de sédentarité et presque pas de confort. Et aujourd'hui, on vit des vies où on est assis 8 à 10 heures par jour, certaines personnes plus. On travaille devant un ordinateur à l'intérieur des bâtiments où tout est réglé. Donc là, déjà, on voit que comment on utilise notre corps, c'est pas comment il a été prévu au début. Et là, la respiration subit ça. Ça veut dire que par le biais d'un style de vie qui a totalement basculé vers un excès, c'est l'excès du confort, l'excès de l'abondance, qui est trop. Donc là, tout ce qui est excès, malheureusement, c'est pas bon. Si c'était juste du confort, c'est génial, mais il y a trop là. Et donc, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, beaucoup de confort. Il y a un dérèglement de la respiration fonctionnelle. En fait, le stress accélère la respi, la respi génère du stress chronique. Quand elle est accélérée, alors encore du stress, plus du stress extérieur. C'est un cercle vicieux, malheureusement, qui dérègle la respiration fonctionnelle. Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, on a des récepteurs, des chémorécepteurs, des barorécepteurs, etc., qui règlent la respiration en fonction d'un certain tas de choses. Et ces récepteurs, ils sont trop sensibles, ils ont perdu leur équilibrage, ils sont mal calibrés. Et donc, la respiration se dérègle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, 9 personnes sur 10, c'est des études scientifiques qui ont vu ça, ils ont des équilibres respiratoires sur au moins un des 3 domaines de la respiration. Qui sont les domaines biomécaniques, donc respirer avec la poitrine ou avec les diaphragmes, qui c'est les domaines biochimiques, ça veut dire respirer la juste quantité d'oxygène et d'air, pas trop peu, et les domaines psychophysiologiques, donc utiliser la respiration comme un ancrage et un appui plutôt que subir une respiration qui est trop rapide et qui génère donc un dérèglement, du stress chronique, la poitrine serrée, l'effet de transpirer, d'être stressé, de perdre la concentration, etc. Est-ce qu'il y a un outil d'autodiagnostic qui permettrait de s'apercevoir que notre respiration est dysfonctionnelle et après potentiellement des exercices qui nous permettraient de résoudre ce problème et de réapprendre à respirer correctement? Oui, tout à fait. Alors, il y a des autodiagnostics simples, c'est des tests qu'on peut faire à la maison et en fonction des résultats de ces tests, il nous dit plus ou moins où on se place dans une échelle, bien sûr, qui a été prise pour un large nombre de personnes. Il faut pas non plus prendre tout ça très précis au nombre, si c'est 21, c'est pas bon, si c'est 20, c'est bon. Il y a des tests qui nous donnent une bonne indication dès là où on se place, si on fait ces tests de façon correcte. Donc, c'est des tests comme les rythmes respiratoires, l'observation de la respiration consciente, involontaire, autonome, les tests BOLT, les nombres de pas en apnée, une longue expire. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Une fois qu'on sait lire les résultats, ça nous donne de bonnes indications. Respirer par les nez ou par la bouche, ronfler, les mains froides. Il y a plein de petites choses comme ça. J'en parle dans mon livre. Et si les gens ils ont envie, sur mon site internet, il y a les tests. Donc les personnes peuvent les faire, ils ont les résultats. Parfait. Donc sur Inspire Potential, test de respiration. Comme ça, on reçoit, vous faites les tests, vous recevez un score et ça vous dit plus ou moins où vous vous placez. Et ça vous permet tout de suite de savoir est-ce que ma respiration est fonctionnelle ou pas fonctionnelle, est-ce que ma respiration est efficace ou pas efficace. Si vous êtes sportif ou pas, hein, c'est pas juste pour les sportifs, c'est pour tout le monde. Super intéressant. Je mettrai de toute façon le lien du test. Tu parlais du fait d'avoir les extrémités froides. C'est directement lié à la respiration, ça ? Oui, ça peut être... généralement, c'est lié. Parce que généralement, on a pas chaud, mais le corps est chaud. On n'a pas froid en soi, mais on a les mains et les pieds froids.
Et ça, c'est lié à une vasoconstriction périphérique qui est liée à une hyperventilation involontaire chronique. On respire trop simplement. Peut-être on respire aussi par la bouche, donc on prend trop d'air, on brasse trop d'air. Cela baisse notre niveau de CO2, de dioxyde de carbone. Cela, dans les longs termes, change aussi l'équilibre de nos récepteurs par rapport à ça. Donc, le plus on respire, le plus on aura envie de respirer. Donc, c'est un cercle vicieux à nouveau. Il faut vraiment casser ça avec des exercices. Par exemple, les exercices Buteyko, Oxygen Advantage ou respiration fonctionnelle sont parfaits pour ça. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est comme exercice ? Oui, bien sûr. Donc là, c'est tous des exercices qui nous permettent d'augmenter notre seuil de tolérance au dioxyde de carbone. Parce que là, je vous disais, les mains et les pieds froids, finalement, sont liés au fait qu'on n'a pas assez de dioxyde de carbone. Et ça, c'est lié au fait qu'on respire trop. Et alors, on va devoir apprendre à respirer juste. Donc, on va faire des exercices d'hypoventilation. Donc, on va apprendre à respirer moins. Donc, par exemple, un exercice très utile, c'est la respiration réduite de l'Oxygen Advantage. Ou encore des exercices comme la respiration carrée lente, qui nous challenge un petit peu. Ou encore des exercices avec des très longues expirations, comme la respiration de l'abeille, de pranayama. Il y a des exercices plus avancés, comme la respiration katana. J'ai mis au point aussi moi-même pour s'entraîner. La marche afghane, si on va marcher, on bouge. Voilà, des exercices. La respiration carrée lente, du coup, ça serait quoi comme protocole ? Ça serait du 10, 10, 10, 10, 10 ? Oui, si on y arrive, c'est génial. Déjà, je pense qu'il faut commencer avec 4-5. Ok. 4 secondes pour chaque phase, 5 secondes. Et on augmente jusqu'à là où on peut arriver. Si on arrive à 10, c'est génial. Si on arrive à plus, on peut faire plus. En disant que dans les yoga pranayama, généralement, on a un carré à 15. D'accord. Comme exercice, mais c'est challengeant. Ouais, j'imagine. Et la marche afghane, donc l'idée, c'est de synchroniser nos pas avec notre respiration. Donc, t'inspires sur 3 pas et tu maintiens sur un pas, t'expires sur 3 pas, c'est ça ? Exactement. Donc, la marche afghane, c'est un principe de coordination par respiration. On inspire sur 3 pas, on bloque un pas, on expire sur 3 pas et on bloque un pas, la respiration. Ça, c'est les rythmes de base, sur le plat. Et après, c'est là on doit l'adapter en fonction du terrain, de notre niveau de marche. Si on a les sacs à dos, on était en montagne avec les groupes il y a 2-3 jours dans les Alpes. Des fois, on faisait 800, 900 mètres de dénivelé dans la journée. Quand ça monte avec sac à dos, tu vas pas faire 3-1, 3-1, sauf si tu as vraiment une très bonne respi. Moi-même, des fois, j'y arrivais pas. Donc, je disais, adapter la première chose, on peut faire un peu moins de pas sur chaque phase. 2-1, 2-1 ou 3-3, on enlève les pauses. Même 2-2 si vraiment ça monte. Et après, au contraire, quand ça descend, tu peux faire 4-2, 4-2, au 4-1, 4-1, au 5-2, 5-2. Et ça se rapproche aussi de ce qu'on appelle la marche méditative après à ces moments-là. Ce que je trouve intéressant avec la marche afghane, c'est qu'en réalité, tu peux le faire n'importe quand, à chaque fois que tu marches. Exactement. Et donc, tu travailles ta respiration sans même t'en rendre compte. Ouais. Et alors, justement, tu vois, j'avais envie de te demander comment est-ce que... parce que là, on parle d'exercices de respiration qui vont durer peut-être 5, 10, 15, 20 minutes sur une journée. Comment est-ce que ces petits temps de respiration peuvent avoir un impact sur les 15 000 autres respirations que tu vas faire au cours de ta journée ? Donc, notamment, là, on parlait du problème qui était de trop respirer. Si on parlait des mains froides, etc. Donc, trop respirer. Est-ce que, justement, le fait d'augmenter la tolérance du corps au CO2 va faire qu'après... sans que tu y réfléchisses, le système autonome va être plus efficient et va automatiquement respirer plus lentement ? Exactement, c'est ça. En fait, c'est un exercice qui va changer les seuils de tolérance de ces récepteurs. Donc, au niveau des mécanismes internes, le corps apprend à refaire les choses avec d'autres quantités. C'est un peu comme l'exercice physique, hein. Finalement, on s'entraîne pas 24 heures sur 24 pour être en forme. Disons, on s'entraîne 1 heure par jour. Le reste du temps, on n'est pas en train de s'entraîner. Pourtant, le corps est en train de se transformer. Les muscles, les systèmes aérobiques et tout ça. Pour la respiration, c'est pareil. On a des moments où on s'entraîne avec les souffles. Et par cet entraînement-là, on arrive à changer certaines choses internes, en lien avec les récepteurs, notamment un lien avec la biochimie, un lien avec la biomécanique. Par exemple, quel muscle de la respiration on apprend à utiliser, on l'entraîne aussi. C'est aussi des muscles. Et en plus, cela nous donne de la conscience. Donc, l'effet d'avoir une respiration plus en conscience dans la journée, c'est important aussi.
parce qu'on commence à penser, à corriger certaines petites erreurs. Et donc finalement, c'est vrai que peut-être 5 minutes par jour, c'est un peu pas assez, disons, pour commencer. Mais si on commence en faisant 3-4 fois dans la journée quelques exercices de 5 minutes, c'est déjà à plusieurs moments le fait d'y penser, de corriger, de changer. Et le corps intègre. Le corps, il est vraiment intelligent, il est capable de s'adapter si on lui donne le juste input, autant à la respiration qu'elle est froid, qu'est au jeûne, à l'exercice physique, qu'est au chaud, voilà. Et donc ça va vraiment changer quelque chose de physiologique à l'intérieur de nous et mentalement aussi, la conscience de la respiration. Donc ça va avec. Et certaines personnes, ils ont peut-être besoin d'un peu plus d'entraînement, certains ils ont besoin d'un peu moins en fonction de là où ils partent, mais c'est déjà quelque chose qui amène au changement. Et justement, tu commences à parler un petit peu d'entraînement, de posologie, entre guillemets. Je me demandais, qu'est-ce qui est le plus efficace entre, par exemple, essayer au cours de ta journée une dizaine de fois pendant 1 minute de faire un petit exercice de respiration, ou alors une fois par jour faire un quart d'heure, ou alors plutôt une fois par semaine faire 1h30 de respiration comme un entraînement de sport. Quelle est entre guillemets la posologie idéale? Et question sous-jacente, en combien de temps, et je sais que ça va être hyper difficile à définir et je pense que tu pourras pas me répondre, mais en combien de temps est-ce que tu peux vraiment modifier ta respiration? En combien de temps est-ce que tu peux constater un impact, une amélioration de ta respiration? Alors, je commence avec la deuxième parce qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça. En changeant la respiration de façon volontaire avec certains exercices pratiqués de façon régulière dans la semaine, ils ont vu qu'il peut y avoir des changements qui durent dans le temps et qui sont très importants déjà à partir de 6 semaines. Donc disons, on commence à pratiquer la respi de façon plus ou moins régulière. C'était pas forcément tous les jours dans les études scientifiques, mais c'était une demi-heure chaque 3 fois par semaine, je crois. Et les sportifs, ils avaient vu un changement de leur respiration en 6 semaines et un changement total de leur efficacité respiratoire en 6 mois. Mais total, ça veut dire qu'ils avaient vraiment gagné en performance respiratoire. Patrick McKeown, qui est un expert des respirations, j'ai travaillé avec lui, le fondateur de l'Oxygen Advantage. Lui, il préconise qu'en s'entraînant tous les jours avec les exercices qu'il propose dans l'Oxygen Advantage, avec à la hauteur des 30, 45, 60 minutes par jour, on peut avoir des changements importants en 4 semaines. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc là, ça m'amène à la deuxième question, la posologie. Disons que la respiration, on respire tous les jours. Les exercices de respiration, l'idéal, ça serait de pouvoir les pratiquer tous les jours. Au moins de façon régulière. Et l'effet de bien respirer, ça doit se faire tous les jours, hein, déjà. Parce que si un jour on respire très bien, un jour on respire très mal, malheureusement, notre avancée va pas être très efficace parce qu'un jour on va en avant, un jour on va en arrière. Donc déjà, l'idéal, ça pourrait être de faire des exercices tous les jours. Après, ce qui est très important de comprendre, c'est que les exercices ne s'équivalent pas. Et on peut pas dire, c'est mieux de faire 10 fois 1 minute pour tous les exercices. Il y a certains exercices, on a vraiment besoin d'y passer au moins 10-15 minutes, sinon rien se passe. Il y a d'autres qu'il faut faire 30 secondes 1 minute plusieurs fois par la journée. Il y a d'autres qu'il faut faire une fois par mois, 1h30. Et ces exercices-là, ils ont des objectifs différents. Et donc, on les entraîne de façon différente aussi. Et c'est un peu pareil si on y pense par rapport à l'exercice physique. Est-ce que tous les exercices, on doit les faire avec la même posologie? Non. Voilà, par exemple, entre un exercice aérobique, cardio, type marcher, ou un exercice type je m'entraîne un marathon, un ultra trail, la montagne, ou un exercice je fais de l'haltérophilie, ou un exercice je sais pas, de la boxe, on n'a pas forcément les mêmes rythmes. Parce qu'on n'a pas non plus les mêmes récupérations, les mêmes phases de récupération, les mêmes phases d'intégration. Et avec la respi, c'est pareil. Il y a certains exercices ça serait important de pratiquer tous les jours. Et certains d'autres qu'on a besoin de faire moins souvent, mais qui sont importants de faire aussi. Et justement, tu faisais le parallèle avec l'exercice physique. Et donc, tu t'imagines que, par exemple, ça serait compliqué d'être à la fois un champion de musculation et un champion de trail en même temps. Peut-être l'un après l'autre, mais gérer les deux de front serait peut-être compliqué. Donc, il y a toujours un peu une notion de spécificité. Justement, dans la respiration, tu disais qu'il y avait plusieurs exercices avec plusieurs objectifs différents. Est-ce que, justement, tu conseilles
de varier les techniques au cours de la semaine pour travailler un petit peu sur toutes les capacités respiratoires, au contraire d'être hyper spécifique, de faire à fond pendant 4 mois une technique pour travailler sur un aspect de la respiration, puis après une autre technique et ainsi de suite? Ça revient à la notion d'objectif. Disons, si on a un objectif très spécifique, par exemple un lien avec les sports, les compétitions, on doit faire une compétition d'haltérophilie, on va pas s'entraîner à courir des ultra-trails en montagne, d'accord? Mais peut-être, on n'a pas un objectif de compétition d'haltérophilie, on va être quelqu'un qui court bien et en même temps qu'il a de la force. Alors, on s'entraîne de façon différente. On va pas être un hyper spécialiste de la force, on va pas être un hyper spécialiste de l'endurance en montagne, mais on peut être quelqu'un qui a un bon cardio et une bonne force. Et en plus, une bonne souplesse, une bonne récupération. Et ben avec la respiration, c'est pareil. Si on est un apnéiste et on doit s'entraîner à faire des exercices très spécifiques d'apnée, c'est sûr qu'on a un objectif spécifique, on fait certaines techniques, on travaille que ça. Mais si on est quelqu'un qui on veut juste avoir un outil en plus dans notre quotidien pour avoir de l'énergie, des ressources, on doit travailler la respiration 360 degrés. Ça doit être vraiment dans plusieurs domaines qu'on doit travailler. Parce que si on se spécialise avec une seule technique et on va dans une seule direction, ça amène à un objectif très spécifique. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire? Donc, généralement, ce que je préconise, c'est d'avoir une vision 360 degrés de la respi, de savoir déjà d'où on part, c'est hyper important dans les tests, de savoir là où on doit travailler plus parce que peut-être on est en carence, il y a des manques, des choses qui vont pas bien, de les corriger d'abord et après élargir nos 360. C'est important parce que si on est très bon d'un côté et très mauvais de l'autre, on va payer cher les côtés où on est mauvais et on va utiliser certaines fois là où on est bon. Mais en fait, ça se trouve que c'est plus important d'abord d'équilibrer la base, donc d'équilibrer là où on n'est pas bon, et ensuite peut-être s'amuser à aller dans une direction pour devenir des spécialistes. Ça peut être la capacité de faire des apnées, la capacité à gérer l'essoufflement, ça peut être la capacité à faire des techniques plus puissantes pour les travails émotionnels, ou les travails avec les stress, ou la concentration, ou la méditation, voilà. Ça, on peut le choisir une fois qu'on a réglé notre base, la respiration fonctionnelle. La respiration fonctionnelle, c'est quoi? C'est une bonne respiration efficace dans la vie de tous les jours, donc autonome, quand on n'y pense pas. Notre respi est bonne. Donc il faut qu'on respire en gros par le nez avec une respiration plutôt ventrale et relativement lente. Exactement. C'est une respiration déjà faite exclusivement par le nez, généralement lente. On dit autour de 10 respirations par minute maximum. L'idéal, ça serait 6, mais bon, 10, autour des 10, c'est bien. Ventrale, donc ça veut dire diaphragmatique, silencieuse, voilà, détendue, avec des expires qui sont un peu plus longues de l'inspire. 6 respirations par minute, t'arrives à les atteindre sans y réfléchir? Sans être fixé sur ta respiration? Si on travaille dans ce sens, oui. Après, on peut les faire assez facilement avec des techniques comme la cohérence cardiaque, la respiration réduite. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Tout le monde voit qu'en fait, il peut respirer 6 fois par minute sans souci. Mais pour y arriver de façon autonome, involontaire, il faut apprendre cela. Et il faut gérer les stress. Parce que dès qu'il y en a du stress, la respiration s'accélère. Donc on voit ça, par exemple, dans une journée où on est plus stressé et une journée où on est plus détendu, on respire pas du tout le même nombre de respires par minute. On peut voir une journée où je suis stressé, je respire 12-13 fois par minute. Et une journée où je suis descendu, je respire plutôt 8. Donc ça peut changer beaucoup. Je comprends. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Tu as parlé des apnéistes tout à l'heure. Comment est-ce qu'un corps humain est capable de passer 10 minutes sans respirer en partant au fond de l'eau? Ouais, c'est magnifique. Mais ça montre aussi que les potentialités du corps humain, ils vont au-delà de ce qu'on pense et qu'on est en train de redécouvrir ce qu'on est capable de faire, comme si on l'avait un peu oublié. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans les yogas, il y a certains exercices qui, des fois, sont surprenants par leur difficulté. Presque, on se demande si c'est en blague. Et on les trouve dans certains textes très anciens. Ils disaient, mais est-ce que c'était symbolique? Est-ce que c'était chiffré? Est-ce que, quand elle nous demande de faire en apnée des 15 minutes, est-ce que on comprend pas bien les textes? Ou est-ce que c'est vraiment écrit? Et en fait, si le corps, il est optimisé, et on a éliminé tous les poisons et les déchets qui, malheureusement, on est en train d'avoir dans nos vies du quotidien par l'effet de la pollution, de ce qu'on mange, du stress psychique, électromagnétique, plein de choses. Si on arrive à dépolluer les corps et à les travailler de façon vertueuse,
on découvre qu'il y a des potentialités énormes là derrière, parce que les apnéistes, là, ils commencent à faire des apnées de 10 minutes, plus, je sais pas si c'est 11 les records, juste air, pas oxygène. Avec oxygène, c'est 22 minutes. C'est des choses incroyables. C'est-à-dire, attends, j'ai pas compris, avec oxygène, sans oxygène. Une apnée maximale en respirant qu'il y ait de l'oxygène en amont, les records est 22 minutes, si je me trompe pas. Ah, parce que du coup, ils ont de l'oxygène peut-être plus concentré avant de plonger. Oxygène pur. Ok, et du coup, ça permet de gorger leurs cellules, leurs alvéoles, etc. d'oxygène, et donc ils arrivent à tenir 22 minutes après sous l'eau. Ouais, donc en respirant de l'oxygène, c'est encore plus long. Mais en respirant de l'air, voilà. Et oui, 10, 11 minutes, je sais plus exactement. Et donc, ça nous montre qu'effectivement, les potentialités du corps en lien de gestion oxygène, dioxyde de carbone, etc., il est bon. Donc, quand on respire 15 fois par minute, 20 fois par minute, on est tout le temps en train de brasser de l'air, ça sert strictement à rien. Au contraire, c'est dangereux. Ça, c'est comme pousser les moteurs de la voiture à 8000 tours par minute. En étant embrayé. Voilà. Exactement. Ok, hyper intéressant. Et t'as parlé aussi d'Oxygen Advantage. Qu'est-ce que c'est ça? Quel est l'objectif? C'est un programme de respiration, donc c'est vraiment spécifique à la respiration. Il y a la méthode Wim Hof, c'est une méthode. Il y a plusieurs piliers. L'Oxygen Advantage, c'est un programme de respiration. Il y a 15-20 exercices de respiration pour, retrouver la respiration fonctionnelle. Donc, déjà, régler la base. 2, avoir une respiration efficace pour tous les sportifs. Donc, la base, c'est pour tout le monde. Et la deuxième étape, c'est pour ceux qui ont envie d'avoir une bonne respiration pendant qu'ils font du sport. Plutôt sur des sports d'endurance, je suppose? Non, tous les types de sports, parce qu'on travaille sur la capacité aérobique et anaérobique. Ok, bon, hyper intéressant. Et justement, j'aimerais qu'on... Tu vois, je pense que justement, la respiration, outre les exercices que tu peux faire, par exemple, tu peux te dire, 3 fois par semaine, je fais pendant un quart d'heure, 20 minutes, une respiration Wim Hof. Si je fais un peu de méditation, en réalité, c'est aussi des exercices de respiration. Mais je pense qu'à l'instar de la marche afghane, il peut y avoir aussi des tas de petits exercices respiratoires qui peuvent être inclus dans notre quotidien. Oui. Et en plus des avantages de respiration qu'ils offrent, permettre d'exprimer différemment notre potentiel et de gérer plus ou moins facilement certaines situations. Absolument. Et j'aimerais te donner 4 contextes et que tu me donnes pour chacun d'eux un exercice de respiration que nos auditeurs pourraient appliquer et qui pourrait les aider à vivre une vie meilleure tout simplement. Mm-hmm. Et donc commencer déjà par le matin, quand tu te réveilles ou quelques minutes après t'être réveillé, quelle respiration est-ce que tu ferais pour t'énergiser? Alors moi, ce que je pratique, parce que je connais, c'est la respiration du feu. La Kapalabhati du pranayama, c'est vrai que j'aime bien, je la fais souvent. La respiration Wim Hof. Et c'est quoi la respiration du feu, donc? Donc, la respiration du feu, c'est une respiration où on active les diaphragmes de façon active sous l'expi. Et sous l'inspi, c'est passif. Et on respire de façon très rapide avec les diaphragmes. Donc, c'est très dynamisante. C'est un peu comme l'hyperventilation de la méthode Wim Hof. C'est des petites respis très rapides. Ok. C'est difficile dans un podcast. Non, mais si, les gens ils vont entendre. Mais si vous recherchez Respi du feu, Kapalabhati, ou vous regardez dans les livres, c'est une bonne respi. La respiration Wim Hof, des bases, ou les protocoles pour l'énergie, clairement. C'est un protocole avancé, mais c'est utile pour l'énergie, c'est fait pour. Après, j'utilise les matins des fois aussi des techniques d'apnée, parce que quand on travaille avec les apnées, c'est quand même, ça réveille bien. Hein. Donc, j'ai fait par exemple la respiration Katana. Alors ça, c'est tout un protocole. Je l'ai décrit sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les voir. Je mettrai la vidéo du coup dans l'article. Voilà. Vous pouvez directement suivre la vidéo guidée, les tutoriels. Et ça aussi, c'est un travail en profondeur physiologique, donc ça réveille bien. Généralement, j'alterne avec celle-là. Mais après encore, je change, donc c'est une bonne base. C'est la respiration Katana, donc c'est celle que tu as un petit peu inventée et qui tire sa source de plusieurs autres méthodes que tu as compilées ensemble. J'ai déjà eu l'occasion de l'essayer du coup. L'avantage c'est qu'en plus c'est quand même relativement court. Un cycle complet, ça prend quoi, 5 minutes? Oui, exact. Donc après, tu peux le faire plusieurs fois, évidemment, mais je veux dire tout ça pour dire qu'en 5 minutes, tu peux potentiellement avoir un exercice complet, efficace et facile à intégrer dans ta journée, quoi. Ouais, c'est très, très bien expliqué, parce que l'objectif, c'est ça. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai 5 minutes, je travaille, disons, 360 degrés la respiration en m'entraînant avec un exercice qui est challengeant. Donc en fait, ces 5 minutes sont vraiment
mis aux fruits. C'est pas. Et par contre, c'est une technique d'entraînement, donc on doit maîtriser notre souffle. Oui, parce que du coup, tu commences par une phase qui est un petit peu, qui pourrait ressembler un peu à de la cohérence cardiaque. Après, tu as une rétention poumon vide, après une rétention poumon plein, Oui. si je dis pas de bêtises, et après une respiration minimale où justement tu apprends à moins respirer, alors qu'en plus tu as besoin d'oxygène parce que tu as fait tes 2 rétentions avant, qui t'ont permis de respirer. Donc tu travailles un peu sur toutes les facettes de la respiration, quoi. Oui, et avec la respiration yogique, donc on utilise le diaphragme, avec les apnées aussi, on arrive au mouvement de diaphragme. Donc ça, la respiration yogique, c'est-à-dire que tu commences par une respiration ventrale que tu refais remonter ensuite Intercostale et poitrine. intercostale et poitrine, C'est les trois. comme une vague, quoi. Voilà, c'est les 3 éléments de la respiration biomécanique ensemble dans un mouvement ascensionnel sous l'inspire et qui descend sous l'expire. Donc c'est ce qu'on appelle la respiration complète au yogique. Et du coup, quand tu fais remonter l'air dans ta poitrine, ton ventre se creuse un petit peu. Oui, Oui. mais de toute façon l'air reste tout le temps dans les poumons, mais c'est juste les mouvements qu'il y a annexes, c'est pour ajuster les volumes. Et c'est les muscles en fait qui sont sollicités différemment. Exact, ouais, c'est les muscles auxiliaires de la respiration. Ok, bon, très intéressant. Deuxième contexte, à l'inverse, le soir, pour essayer de te détendre, de trouver plus rapidement le sommeil et potentiellement avoir un sommeil plus profond. Ouais, j'en fais 2. Je pratique pratiquement tous les soirs. La respiration de l'abeille, c'est une variante de l'homme où on utilise que le nez. Donc on inspire, on expire, et on fait une vibration nasale, vibratoire. Le fait de faire des sons dans la respiration a un impact sur la façon dont on respire? Oui, absolument. La vibration, oui. La vibration, d'accord. Oui, totalement. Donc celle-là, qui en plus génère de l'oxyde nitrique, qui purifie nos voies respiratoires, hyper important en contexte Covid, parce que l'oxyde nitrique, c'est antiviral dans les voies respiratoires. C'est énorme, énorme. Et Patrick McKeown en parlait beaucoup. Il y a eu des études scientifiques faites l'année dernière par rapport à ça. Ils ont vu que c'est vraiment efficace. Donc, respiration de l'abeille et respiration 4-7-8. Ah, c'est là je la fais, ouais. Et c'est là aussi, directement au lit, on commence. Moi, généralement, je tiens pas très longtemps. Je m'endors tout de suite. Puis le gros avantage, je trouve, de la 4-7-8, mais en fait, je pense que ça marcherait avec n'importe quelle respiration, c'est que dès lors que tu es en train de compter tes respirations, donc tu es vraiment concentré dessus, ton cerveau peut pas partir dans tous les sens à penser à tout ce que tu devras faire demain, tout ce que t'as pas bien fait aujourd'hui, etc. Donc déjà, naturellement, tu calmes ton esprit, tu te sens sur ta respiration, sur toi, sur le moment présent. Du coup, t'es ni dans le passé ni dans l'avenir, t'es sur le moment présent. Et ça, c'est hyper salvateur pour réussir à trouver le sommeil, quoi. Absolument, ouais. Ok, troisième contexte. Je dois faire une présentation stressante devant... je vais faire une conférence, tiens, devant 100 personnes, j'ai un pitch à faire, paf, j'ai 10 minutes, je dois être hyper efficace. Mieux, je dois convaincre des investisseurs d'investir dans ma boîte, tiens. Et donc, évidemment, je suis stressé parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour moi. Comment est-ce que j'arrive à me calmer dans les 2-3 minutes qui précèdent? Comment est-ce que j'arrive aussi à poser ma voix après? Parce que c'est bien beau de réussir à se calmer pour déstresser un petit peu avant, mais une fois que tu commences, justement, il y a le stress qui revient, parce que là, tu peux plus penser à ta respiration, paf, t'es dedans, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu fais pour pas que ça s'accélère? Et voilà, comment est-ce que tu arrives à rester calme, posé? Oui. Donc, on va utiliser des respirations qui nous amènent dans les parasympathiques, les systèmes nerveux autonomes parasympathiques, celui de la détente et du calme, en faisant des longues expirations. On peut commencer déjà avec la respiration géante qui nous amène tout de suite à un niveau de stress plus bas, et ça prend 30 secondes. Et après, on fait des respirations avec des longues expires, la 3-6 par exemple, qui est très simple, même si on est un peu stressé, on y arrive. On inspire 3 secondes, on expire à 6 secondes. Si on voit qu'on s'est calmé, on peut se dire là je me mets en cohérence. Donc je respire sous la cohérence cardiaque, que c'est un principe où les cœurs et les cerveaux sont équilibrés. 5-5 ? Exactement. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes avec les diaphragmes. Ça c'est hyper important. Si on est stressé, on ne doit pas commencer à faire monter la respiration dans la poitrine. On doit vraiment inspirer avec les ventres, ça veut dire respiration ventrale. Donc une fois qu'on commence, déjà c'est poser, avoir un bon ancrage, c'est important, et essayer de se rappeler de faire des pauses quand on parle, d'inspirer par les nez, ça nous permet de faire ces pauses, et de mettre la respiration dans les ventres. Donc tout au long de la présentation,
ça nous occupe pas beaucoup d'espace mental. Simplement, c'est dire, j'inspire par les nez et je la place dans les ventres, la respiration comme ça. Ça fait deux choses en même temps. Ça me fait ralentir, je m'emballe pas, et en même temps, je m'oxygène et ça me calme. Donc, ça donne aussi un certain puissance à la voix. Par rapport à ça monte dans la gorge, je parle un peu comme ça. Ah, je me pose, j'inspire et je projette la voix, c'est mieux. Oui, parce que automatiquement, avec le stress, tu vas avoir tendance à respirer par la bouche. Oui, et ça monte. Et ça monte vers les hauts, et donc notre voix devient aiguë, on parle rapidement. Donc on perd un peu de crédibilité aussi. Et puis c'est bien aussi le fait justement que ça t'oblige à faire des pauses. Exact. Dans ton discours. Bon, ok, super, hyper intéressant. Et le dernier contexte, avant un entraînement de sport, qu'est-ce que tu ferais justement pour te mettre dedans, essayer d'optimiser justement tes performances? Ouais. Donc très important de mobiliser la cage thoracique et les muscles de la respiration, parce qu'on va respirer plus que d'habitude parce qu'on va bouger. Donc moi je vais faire des étirements du diaphragme, des muscles intercostaux, des abdominaux. Dans tes mains dedans, comme ça, sur les côtes, etc. Je masse avec les mains, j'ai fait des étirements, ça peut être presque similaire à des exercices du yoga mais spécifiques pour la cage thoracique autour des poumons. Comme ça, je veux respirer de façon plus efficace. Après, avant, je règle un peu ma respi. Ça veut dire que si je pars tout de suite avec une respiration accélérée, c'est pas génial. Donc, je me calme un instant. Je peux faire, par exemple, la carré. C'est quelque chose qui me pose pendant 1-2 minutes à 20 ou en respiration type la 3-6 pour calmer. Après, j'ai fait ma séance. Et à la fin aussi de ma séance, j'ai fait la respiration. J'ai fait la respiration des récupérations. J'ai fait à nouveau la carré. J'ai fait des respirations comme la 3-6 pour à nouveau revenir dans les parasympathiques. Donc, disons que ce que je fais, c'est que je règle, par les types de sport que je fais, ma respi pour ne pas partir trop vite. Mais ça peut être différent sur un sport où on doit vraiment partir à 100%. On doit se dynamiser. On peut faire d'autres techniques de respiration. Par exemple, on peut faire la respiration explosive. On peut la faire avant pour se charger. Si on a vraiment besoin de s'activer, là, c'est un match, un round sur les rings, on doit partir calme, mais peut-être on a besoin de se dynamiser aussi au niveau du système nerveux autonome. Donc, on calme la respi. Et en même temps, on active le système nerveux autonome et après, on est prêt. C'est des exemples. Je pense que ça dépend aussi de la séance de sport qu'on doit faire. Mais ce qui est important, c'est qu'on respire bien pendant la séance et qu'après, on fait des exercices de respiration pour retourner sur le système nerveux parasympathique pour commencer la phase de récupération le plus vite possible. Parce que des fois, moi, j'étais dedans, mais d'autres personnes le font aussi. On termine, on est très excité, très actif, mais sauf qu'on reste dans cet état des heures. Et en fait, la récupération ne commence pas. Elle peut pas commencer. Elle va commencer dès que notre corps redescend en parasympathique. Donc, si on a fait une séance d'entraînement et tout de suite, après, on se met en parasympathique, tout de suite après, on commence la récupération. Et 2-3 minutes de respiration carrée en fin de séance, ça suffit à... Ouais, 5 minutes, disons. Ça suffit. Moi, j'ai fait la respiration des récupérations qui baisse mon rythme cardiaque, la cohérence cardiaque au la carré, pour ensuite aller en parasympathique. Et je fais généralement 5-10 minutes. Ok, super. Et pendant la séance, tu dis que c'est important de bien respirer. Bah oui. Tu respires par quoi? Par le nez ou par la bouche? Parce que le nez, ton volume respiratoire va peut-être être plus faible. Peut-être au début, parce qu'on a le nez qui n'est pas habitué. Donc, peut-être ça, effectivement, les débits, il va être un peu réduit. On peut utiliser des dilatateurs des narines. C'est les scotch là qu'on met au-dessus? Des scotch ou à l'intérieur. Il y a plusieurs turbine dilator. C'est un autre modèle à l'intérieur. Il y a plusieurs types. Mais oui, il faut respirer par le nez, parce que si on respire par la bouche, on dessèche les voies respiratoires, on a de l'asthme à l'effort, on les inflamme, on n'entraîne pas notre respiration, donc c'est pas bon sur le long terme. Mais moi, justement, j'ai utilisé du scotch sur la bouche pour la nuit. Pour apprendre à respirer par le nez. Super. Et maintenant, je mets aussi un scotch. Enfin, je mets plus le scotch sur la bouche parce que c'est bon, je suis habitué à respirer par le nez, donc maintenant mon corps il sait le faire. Mais je mets un scotch, justement, un dilatateur pour élargir un petit peu. Et du coup, je trouve que j'ai une meilleure respiration pendant la nuit nasale. Super. Et c'est parce que parfois, je trouvais que pendant la nuit, j'avais tendance à avoir les voix qui se congestionnaient un petit peu, tu vois. Et donc comme ça me permet de garder les voix bien dégagées pendant toute la nuit. Et genre beaucoup mieux depuis que je fais ça. Enfin, surtout, j'ai un sommeil beaucoup plus profond depuis que je fais ça. Ah, cool.
Et donc, c'est plus vraiment un contexte, mais juste une petite parenthèse. Je sais aussi, je crois l'avoir lu sur ton site, que la respiration peut aider les gens asthmatiques. Donc, il y a un programme spécifique pour ça. Oui. Alors, d'ailleurs, c'est Buteyko qui a travaillé sur les pathologies respiratoires avec la respiration. Et Patrick Maker était un asthmatique. Il avait commencé à respirer parce qu'il voulait gérer son asthme. Et donc, il avait contacté Buteyko, il s'était formé avec Buteyko, et il avait amené tout ça en Irlande avec l'Oxygen Advantage. Et en fait, si on respire bien, nos voies respiratoires seront moins sollicitées, ils seront capables de mieux tolérer des petites allergies, des petites irritations, la pollution. Si on respire mal, dès qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y aura une inflammation beaucoup plus forte parce que nos voies respiratoires seront déjà compromises. Donc ça, c'est important. Les personnes qui sont asthmatiques, ils ont une inflammation des voies respiratoires. Alors, bien sûr, l'inflammation, il y a plusieurs causes. C'est un symptôme qui montre qu'il y a un niveau d'inflammation élevé dans les corps. Mais déjà, si on respire bien, si nos voies respiratoires ne sont pas inflammées par l'effet même de respirer, tout de suite, ça va mieux. Et donc, l'effet d'avoir une bonne respiration fonctionnelle, ça permet de réduire l'asthme. Ok, bon, hyper intéressant. Pour conclure ce chapitre sur la respiration, est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Je suis papa d'une petite fille de 6 mois maintenant, pour apprendre aux enfants à respirer correctement. Oui, c'est très important, c'est là. Alors, d'abord, il faut veiller qu'ils respirent le plus possible avec le nez. Parce que c'est là où ça se met en place. Moi, je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, à un certain moment, j'ai commencé à respirer par la bouche. Alors là, je t'ai vu que pendant des années et des années, j'ai respiré par la bouche sans savoir que c'était pas bon. Avec toute une série de problèmes d'allergie, d'inflammation. Pas possible. Donc d'abord, juste veiller qu'ils respirent par le nez. Et généralement, si on les observe au début, ils ont une respiration diaphragmatique, tout de suite, et par le nez. Il faut faire attention que ça se dérègle pas. Les dérèglements peuvent être liés alors, quand ils sont tout petits, je sais pas, l'alimentation pour les grands, en tout cas oui, pour les petits, je sais pas, je suis pas un expert pour tout ça, mais aussi les contextes de stress auxquels ils sont soumis. Parce qu'on a tendance à faire en mimique de la respiration des autres. Donc si les parents respirent mal, il y a forte chance qu'il y ait, par mimique, il y a une respiration similaire qui va se mettre en place. Ou la même chose si l'enfant passe beaucoup de temps avec une autre personne, voilà. Donc essayez de montrer, même au niveau juste leur montrer en termes mimiques, il faut pas leur expliquer. On a une tendance de se caler sur la respiration d'une personne. Hein. D'ailleurs, dans un banc de glace, quand une personne est stressée, et on leur fait... Et la personne commence à les faire, c'est par mimique. C'est pas très conceptuel. Donc, pour l'enfant aussi. Nez, diaphragmatique, généralement c'est en place. Et nous aussi, autour, respirer bien, ça aide. Ouais, c'est bien parce qu'au final, ça t'oblige, toi, en tant que parent, à travailler ta respiration pour montrer le bon exemple à ton enfant. Exactement. Donc au final, t'as aidé 2 personnes en une. C'est ça, exact. Justement, donc la respiration, c'est du bewaking. Est-ce qu'il y a d'autres petits hacks comme ça que tu apprécies, que tu affectionnes? Donc, tu as parlé du froid. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pratiques et qui te permettent d'exprimer ou d'explorer plus en profondeur ton potentiel? Oui, donc effectivement, dans mon livre, je dis la respiration, la voie du biohacking, parce que du biohacking naturel. Ça veut dire des techniques et des pratiques naturelles qui sont là pour optimiser notre vie. Alors ça, c'est beau. On n'a pas besoin de grand-chose finalement. Si on connaît les principes et les règles et on met en place des choses, on a la capacité d'optimiser notre vie, notre énergie, notre santé. Et c'est ce qu'on veut pour ensuite l'utiliser dans nos projets, dans nos rêves, etc. La respiration est hyper important. Peut-être les premiers. Après, il y a les froids et les chauds aussi, l'alternance, l'utilisation des forces de la nature. Moi, j'utilise, bien évidemment. Après, moi, j'utilise les mouvements naturels. L'entraînement physique, c'est du biohacking. Hein, ça fait partie de ces mécanismes qui nous optimisent. Les liens avec la nature, les contacts avec la nature. Donc ça, c'est vivre en contact avec la nature. Les grounding, la mise à terre. Tu vois, c'est simplement mettre les pieds dans les sables l'hiver sur la plage, au marcher pieds nus. C'est pour éviter d'avoir un surcharge d'électrons, des stress électromagnétiques si on est tout le temps isolé. Donc simplement mettre les pieds dans l'herbe. Les jeûnes intermittents.
Je ne mange pas généralement le matin. Je mange dans un plage horaire réduit. Comme ça, je fais du repos de mon intestin, de mon système digestif. Ça me permet d'avoir l'hormone de croissance, régler mon insuline, faire de l'autophagie. Donc, c'est important. De temps en temps, l'hiver surtout, je fais du bulletproof coffee. J'aime bien quand je suis à jeun pour augmenter la capacité d'utiliser les corps cétoniques de mon corps. Donc, c'est du café avec de l'huile de coco, du beurre du cacao, du beurre. Des ingrédients de qualité toujours parce que sinon, ça sert à rien. Un petit café avec un peu de beurre, voilà, pas un truc gigantesque. Et l'hiver, c'est intéressant parce que des fois, je m'entraîne à jeun dans les froids et ça me donne vraiment un petit boost. Quoi d'autre? J'ai des lunettes qui filtrent la lumière bleue pour les soirs si je dois travailler derrière un ordinateur. Absolument capital pour ne pas dérégler les rythmes circadiens et donc les sommeils. Les scotch, les myotape la nuit pour respirer par le nez et pas par la bouche. Donc tu en parlais tout à l'heure. Après aussi d'autres choses, par exemple j'ai un bague connecté, je pense que tu l'as aussi, c'est ça? Justement j'allais t'en parler. C'est l'Oura Ring, Oura Ring, c'est finnois je crois, donc c'est OURA, c'est un bague connecté qui mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, les rythmes respiratoires, les phases de sommeil, les mouvements pendant la journée, la température du corps, les rythmes cardiaques, etc. Donc ça c'est intéressant, je l'utilise beaucoup. Des compléments alimentaires aussi, surtout l'hiver, parce que c'est vrai qu'avec l'alimentation qu'on peut avoir aujourd'hui, ça peut être carencé, parce que les ingrédients ne sont pas des top qualité tout le temps, malheureusement, même si c'est des bio, on essaye de faire au mieux. Des fois, ils ont juste pas tous les éléments dont on a besoin, donc je prends des compléments alimentaires aussi. Tu prends quoi comme complément alimentaire? Simple, ça peut être de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D, voilà, des choses comme ça qui permet de compléter un peu la diète si on a des carences. C'est des choses simples comme ça. Voilà, je pense que c'est plus ou moins. Ouais, bah ça fait déjà une belle liste. Ouais. Alors effectivement, moi aussi j'ai une bague Oura que j'aime beaucoup. Je vais faire une petite digression sur le sujet parce que je trouve intéressant d'en parler à deux niveaux. Moi, elle m'a servi d'une part à optimiser mon sommeil, à savoir qu'initialement j'avais un très mauvais sommeil. J'ai travaillé beaucoup ma routine pour l'améliorer. Il y a plein de choses qui ont participé à l'améliorer, qui sont justement la méditation, des techniques de respiration comme la 4-7-8, le fait de me scotcher la bouche pour respirer par le nez. Enfin voilà, il y a eu un tas de choses. Ah oui, maintenant je dors aussi avec un masque devant les yeux et des bull cases pour être vraiment dans ma grotte et dans le noir et vraiment être le moins dérangé possible pendant le sommeil. Ça m'a permis aussi d'éliminer des choses que j'ai testées et qui en réalité avaient pas d'impact. Donc ça m'a permis de faire la différence parce que quand tu te réveilles le matin, tu peux écouter ton ressenti et savoir si t'as bien dormi ou pas. Mais c'est jamais très très précis. Tu sais pas à quel moment t'as bien dormi ou pas et c'est difficile de le comparer à une autre nuit, ni même d'avoir une tendance sur le long terme. Tandis qu'avec la bague, t'arrives vraiment à avoir des tendances de fond et à détecter des routines qui sont efficaces ou non pour toi personnellement. Ça, c'est la première façon dont j'utilise. La seconde façon, c'est que je regarde la variabilité de ma fréquence cardiaque, pour voir un petit peu mon niveau de récupération, parce que comme je te le disais, j'avais une tendance un peu à être hyperactif. Le sport pour moi m'aide beaucoup à me calmer, à me sentir bien dans ma vie, dans mon corps, et donc j'aime bien en faire tous les jours. Et quand tu regardes un peu sur internet, etc., tout le monde te dit c'est pas bien, tu vas faire du surentraînement. Du coup, j'avais peur du surentraînement et donc j'ai évité d'en faire tous les jours malgré le fait que j'en ai envie. Et donc grâce à la bague Oura, j'ai pu en fait confronter mon ressenti avec des valeurs cartésiennes, tu vois, et m'apercevoir qu'en réalité non, je pouvais très bien en faire tous les jours, et puis de temps en temps je ressens le besoin de rien faire, et à ce moment-là je m'écoute, et en général c'est confirmé par ma bague qui me dit aussi que ma variabilité sur la fréquence cardiaque baisse. Donc je trouve que c'est intéressant à tous ces égards. Après, quand je dis que je fais du sport tous les jours, j'alterne, tu vois. J'ai une vision assez holistique du sport, comme tu l'avais évoqué tout à l'heure, avec des séances de musculation pour la force, des séances de cardio, avec des séances plutôt de accès souplesse, mobilité, etc. J'aime bien utiliser différents outils comme des TRX, des kettlebells, des barres, aller nager dehors. J'aime bien parfois aller marcher. Pour moi, aller faire du sport, ça peut être aller marcher 1h30 le matin, en écoutant un podcast d'ailleurs. Enfin voilà. Je pars un peu loin, mais justement, pour en revenir à cette bague Oura, donc j'ai l'impression qu'elle m'a aidé à plusieurs égards. Et d'un autre côté, je me demande
si on devrait pas être plus, si c'est normal d'avoir besoin d'une technologie pour analyser nos comportements, si c'est pas qu'on a perdu justement cette écoute de notre corps, est-ce que c'est sain entre guillemets de devoir se reposer de la technologie pour se comprendre soi-même? Moi, je les vois comme un outil, comme un élément en plus d'analyse, mais c'est pas les Graal, c'est pas la vérité absolue. Je me réveille pas en checkant la bague pour savoir si j'ai bien dormi ou pas. Moi, je l'utilise pour voir, comme tu disais, certaines choses et l'impact de certains choix sur mon hygiène de vie, sur certaines choses. Et c'est vrai que tu te dis, de façon qualitative, on peut, nous, être les juges. On dit, oui, là, je vois que j'ai bien dormi, je me sens bien. On n'a pas besoin de savoir plus, généralement. Mais si tu veux quantifier certaines choses, c'est intéressant d'avoir aussi des éléments en plus. Par exemple, si tu veux savoir, quand tu dors, combien de respirations tu fais, pour savoir si ta respiration est plus ou moins dans la norme ou pas, de façon qualitative, ça va être difficile. Il faut les compter. Donc, par exemple, la bague les fait. Et si tu veux savoir si tu es en train de récupérer bien, tu peux te sentir bien, hein, c'est un indice. Mais tu peux aussi voir, par exemple, ce qu'il a fait ton cœur pendant la nuit. Et là, il te le dit aussi. Donc, tu peux l'utiliser comme un conseiller dans ces sens. Tu restes maître de tes choix. Et si tu veux faire une chose ou pas, t'as pas forcément besoin de regarder ce qu'il te dit. Mais si tu veux, peut-être t'es pas sûr des fois, ou peut-être tu veux avoir un élément de plus, ça peut te donner des indications. Mais il faut pas tomber dans les pièges de faire tous nos choix en fonction de ce qu'ils nous disent la technologie. Il faut aussi être capable de s'écouter et de se connaître. Mais justement, ça, à mon avis, c'est un élément, surtout au début, qui nous apprend à mieux se connaître. Parce qu'on est capable d'analyser des choses et de les voir et de les comprendre. Parce que si tu bois un verre de vin, disons les soirs, et tu les bois pas, et tu sais pas forcément ce qu'il a fait sur ton cœur. Tu peux te dire, voilà, je me sens un peu fatigué, et là un peu moins, mais est-ce que c'est vraiment ce verre de vin? Tu peux essayer de faire les tests. Tu manges les mêmes choses, tu fais plus ou moins les mêmes routines, tu ajoutes de l'alcool ou pas. Et moi, j'ai vu qu'en fait, de façon systématique, moi, ça met des règles tout de suite. Et donc, je dors un peu moins bien, donc je suis un peu plus fatigué. Alors ça, avant, peut-être, j'avais compris, c'est là. Mais c'était un petit verre de vin. On parle pas de faire en soirée. Et là, je le sais tout de suite. Donc, si les jours d'après, j'ai un entretien, je dois faire quelque chose de très challengeant, je sais, par exemple, qu'il y a un certain nombre de choses que je vais éviter, par exemple, pour optimiser mon sommeil, ma récupération et être au top le matin. C'est marrant ton exemple du verre de vin parce que j'ai constaté exactement la même chose et c'est vrai que tu te dis pas qu'un pauvre petit verre de vin pourrait impacter à ce point-là ton sommeil et pour autant ton rythme cardiaque au coucher il est beaucoup plus élevé, ta température corporelle aussi, il va mettre plus de temps à diminuer et tu auras un sommeil de moins bonne qualité et c'est dingue, tu vois le temps que ton corps met entre guillemets à absorber le vin, à l'éliminer et à revenir à ton état d'homéostasie normale quoi. C'est un exemple, après il y a plein d'autres choses hein. Et non, c'est clair mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ça doit pas se substituer à ton ressenti, ça doit pas être une excuse pour plus s'écouter, mais ça doit être une aide pour mieux se comprendre. De la même façon que tu peux utiliser une montre cardio-fréquence-mètre quand tu fais du sport, et ça te permet, de comprendre comment ton corps réagit à l'effort, tu vois. C'est pas ça qui va faire que tu vas t'entraîner forcément différemment, mais ne serait-ce que pour que toi, tu comprennes comment, sur tel type d'effort, ton corps va réagir, à quelle vitesse il récupère aussi après, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et une autre chose que j'ai constatée là avec ma Bagoura, puisqu'on en parle, puisque je l'ai depuis peut-être 2 ans, donc j'ai fait plusieurs saisons. Et là, en ce moment, il fait très chaud. Et je remarque que ma fréquence cardiaque au repos est plus basse quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc en hiver, en général, en moyenne, je suis à 41, 42. Et là, en été, en ce moment, il fait hyper chaud. Bon, à Paris, un petit peu moins, mais il fait quand même chaud. Et dans le sud, il fait vraiment très, très chaud. Et ma fréquence cardiaque au repos, elle est à 37, 38, tu vois. Donc quasiment 4 battements par minute de moins, mais je pars sur des moyennes, sur des semaines et des semaines, quoi. Donc, et ça me l'a fait à chaque fois sur les mêmes saisons, quoi. Donc, voilà, je trouve que, moi, je suis hyper curieux de la physiologie. J'adore m'intéresser au fonctionnement du corps humain. Je lis des livres et je suis des cours là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. Et donc justement, je trouve que ces outils-là m'aident à moi mieux comprendre comment je fonctionne, quoi. Exactement, super.
T'as parlé aussi du coup dans tes hacks du mouvement et notamment de la connexion à la nature, etc. Je sais que t'es instructeur Animal Flow. Je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Moi, j'ai souvent l'impression que justement on a tendance à se déconnecter de notre milieu naturel, à passer nos vies dans des boîtes et à essayer de nier notre animalité, notre instinct primal qui pourtant fait partie de nous, tu vois, comme si on avait honte de faire partie du règne animal et qu'on se sentait tellement supérieur qu'il faut qu'on nie tout ça et qu'on se sente à part dans nos belles maisons et dans nos grands immeubles. Et justement, j'ai l'impression, en tout cas dans le nom, que Animal Flow prône une reconnexion un petit peu plus forte à cette animalité. Oui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que c'est, où est-ce qu'on peut en faire Oui. Enfin, voilà. Oui, tout à fait. C'est des mouvements naturels au sol, inspirés des mouvements des animaux, hein, l'animal flow, du mouvement primal, si on veut. On a les mains au sol, les pieds au sol, on a un contact avec la nature. L'idéal, c'est de les faire en extérieur. Moi, je les fais pendant mes stages que j'organise sous l'herbe, sous la neige des fois. Vraiment un contact avec à la plage, c'est très bien aussi. Et c'est des mouvements inspirés de l'équilibre des chaînes musculaires, donc des appuis au sol, avec les poids du corps. Ça peut être un peu un mixte entre la gymnastique au sol, le yoga, la capoeira, certaines formes d'arts martiaux peut-être. Et on bouge et ces mouvements-là sont des coordinations d'équilibre et des forces. Et il y a un peu d'endurance aussi parce que certains mouvements, ils ont l'air tout simples, mais on s'aperçoit qu'il y a déjà juste les faire 1 minute en respirant par les nez. La plupart des gens, au début, ils n'y arrivent pas. Et ça a l'air tout simple. Mais parce qu'il y a derrière en science aussi du corps humain, des fascias, des chaînes musculaires, et donc il y a certains mouvements qui sont faits de façon aussi précise, et donc ils nous entraînent. Et moi, en tant que gymnaste, je dis bon, je fais 15 ans de gymnastique artistique, 5 ans de Kung Fu Shaolin, 5 ans de yoga. Quand je dis je vais faire de l'animal flow, je dis ça va être simple, je vais y arriver tout de suite. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait certaines chaînes musculaires que j'avais pas entraînées depuis longtemps, qu'il y avait certaines parties de mon corps qui étaient plus fortes à droite qu'à gauche, que donc j'avais certaines positions qui n'étaient pas totalement équilibrées, et donc ça m'a remis dedans. Et c'est amusant, en fait, c'est ludique. Et on peut les faire avant l'entraînement pour s'échauffer, on peut les mettre dedans pour faire d'autres choses sous la souplesse, l'ouverture, la force, et on peut les faire à la fin comme étirement, parce qu'il y a aussi des éléments de souplesse dedans. C'est un peu semblable, c'est dans le même courant de pensée que ce que fait Ido Portal. Exactement, ouais. Oui. Et où est-ce que tu te formes justement à l'Animal Flow? Si moi j'ai envie d'en faire, par exemple, regarde, j'habite à Montpellier, j'ai envie d'en faire, quoi. Il y a des programmes sur Internet. Il faut faire un stage avec toi pour apprendre, parce que j'ai jamais vu un club d'Animal Flow. Non, oui, exactement. Alors moi, je me suis formé en Écosse. Après, en France, là maintenant, il y a des instructeurs comme moi. Il y a certains workshops Animal Flow, mais pas beaucoup en France. L'idéal, c'est de participer à un stage où on peut en pratiquer en nature. Moi, j'organise, par exemple, dans mes stages avec Inspire, il y a un partie Animal Flow. Et on voit au moins les éléments de base. Et dans l'Animal Flow, après, il y a toute une série des éléments où on peut faire des enchaînements de postures et on peut aller plus loin. Ça, il faut vraiment participer à un workshop Animal Flow. Mais on peut aussi déjà apprendre les éléments constitutifs de cela. The beast, les crabs, les apes, c'est tout des noms en anglais pour les animaux. Et là, c'est déjà super cool parce qu'en fait, on peut faire des entraînements comme ça et on peut se déplacer comme ça. Et dans la même courante de pensée qu'Ido Portal, c'est des choses simples. Donc, et sinon, il y a des cours en ligne qui, pour l'instant, sont en anglais. Mais il y a des cours en ligne donnés, c'est des vidéos online courses un peu. Que toi tu fais? Non, qui sont faits directement par la franchise. Par l'Animal Flow. Justement, tu disais que dans tes stages, donc toi tu fais pas de workshop non plus d'Animal Flow, hein, c'est dans les stages. Qu'est Animal Flow? Non, je l'ai fait dans le cadre de mes stages parce que. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se déroule un stage? Oui, bien sûr. Quelle durée ça dure déjà et qu'est-ce que vous faites? Il y a toutes les durées parce qu'on a des stages d'une demi-journée, donc 4 heures jusqu'à une semaine. C'est une vraie retraite. On a des stages à Paris. Généralement, ceux des 4 heures, c'est les stages d'initiation où on fait respiration, froid, un peu de mouvement, un peu de force mentale. Stage Wim Hof des bases ou stage Wim Hof des bases avec un petit plus augmenté, disons.
et jusqu'à des stages qui sont d'un week-end en nature, des 3-4 jours dans les Alpes ou dans les Cantal, où je fais beaucoup de stages, jusqu'à une semaine en trek et méthode Wim Hof augmentée avec respiration, animal flow, méditation, yoga. Et donc, c'est en fonction du temps qu'on a, on ajoute des choses. La base est toujours la méthode Wim Hof, mais toujours augmentée. Ça veut dire que je veux toujours mettre un peu plus sur la respi parce que j'adore. Je mets un peu plus sur les mouvements parce que je fais animal flow, je suis gymnaste et je pratique les yoga. On pratique les froids, mais on pratique aussi du chaud. Donc on a aussi les saunas. Il y a la partie mentale, de la force du mental de la méthode Wim Hof, et on ajoute certaines techniques aussi, qui viennent plus de l'épigénétique. Et donc voilà, c'est des stages qui partent d'une base très large, qui est celle de la méthode Wim Hof, et qui en augmente. Et les bases, c'est dans des temps plus courts, demi-journée ou journée, jusqu'à une semaine, et là on s'amuse, on s'éclate et on fait vraiment pas mal de choses. Généralement en nature, parce que c'est beaucoup plus puissant. Et par exemple, sur un stage d'une semaine, tu peux dire un petit peu à quoi ressemble une journée type? Donc journée type, les matins, on commence à pratiquer en prenant soin de notre corps, de notre mental tout de suite. On pratique la respiration, on pratique le mouvement, on pratique du yoga et de la méditation. C'est les réveils. Réveil corporel, réveil de notre mental. Comme ça nous permet aussi de faire un sas, de changer nos habitudes. On mange pas tout de suite, on va pas tout de suite dans la cuisine. Après, généralement, on a un temps de petit-déj, mais certaines fois, on fait du jeûne intermittent un peu plus. Ça dépend des stages. Après, on va pratiquer avec les froids, on va pratiquer en nature, on va faire encore du mouvement, ou peut-être d'autres techniques de respiration. Pause les midis, pas dans tous les stages parce que des fois on travaille de façon différente en fonction de nos objectifs. Par exemple, des fois on fait réconnexion à la nature et changement des habitudes, donc on change les horaires, ça fait partie du challenge sous le mindset. L'après-midi, généralement, en fonction de ce qu'on est, ça peut être encore mouvement, encore respi, encore froid ou chaud. Des fois on travaille avec du sauna, des bains chauds. On travaille avec des exercices d'automassage, on travaille avec du yoga, on fait de la médite, on travaille en naturopathie sur certains stages. Des fois, on est plus en connexion nature, donc c'est plus balade, randonnée, trekking, découverte. Des fois, on fait de survie. Et les soirs, généralement, c'est un gros repas là, parce que généralement, dans la journée, on mange peu, mais les soirs, c'est aussi les plaisirs du partage, avec des choses saines. On travaille en naturopathie pour la plupart des fois, mais bon, on se fait plaisir aussi, hein, c'est important. Et après, on a un module les soirs des descentes. Donc, on fait des étirements, des respirations, des méditations pour préparer les corps à la régénération pendant la nuit. Donc ça, c'est des exemples. Ça dépend beaucoup du type du stage, parce qu'il y a des stages qui se concentrent sur la respi, des stages sous le froid, des stages sous la force mentale, des stages sous la nature, des stages, c'est un peu tous les éléments 360. Donc, ça dépend du stage, ouais. Bon, génial, ça donne super envie. On peut retrouver tout ça sur ton site, je suppose? Ouais, mon site, Inspire Potential. Vous trouvez dans la page stage, tous les stages et des tutoriels aussi, si vous voulez commencer un peu à la maison. Sur la chaîne YouTube, Inspire Potential, pareil. Il y a plus de 130 vidéos aujourd'hui, donc... Oui, je sais d'ailleurs, mais le livre que tu as écrit traînait chez moi, et du coup ma mère l'a lu, l'a trouvé génial, et du coup elle a été sur ta chaîne et elle a suivi quelques vidéos que tu as écrites, etc. Dis-moi, est-ce que il y a un autre livre à part le tien que tu aimerais me recommander, ou plusieurs d'ailleurs, qui me permettraient d'aller plus loin dans ma réflexion? Il y a tellement des livres qui sont magnifiques à lire. Alors, il y a certains livres qui m'ont ouvert des portes. Disons, il y a les livres de Wim Hof parce qu'il m'a ouvert à la méthode Wim Hof. Donc, ça peut être intéressant peut-être de lire les derniers de Wim Hof Method. Ah oui, ok. Moi, j'avais lu Tout ce qui ne nous tue pas de Scott Carney. Oui, c'est bien aussi. Que j'avais trouvé génial. Oui, et du coup, j'avoue que j'ai pas lu celui de Wim Hof parce que je me suis dit, bon bah, enfin, ça va plus ou moins parler de la même chose, quoi. Ouais, mais ouais, ok. Donc, voilà, comme ça, on s'ouvre à la méthode Wim Hof. Sinon, il y a les livres de Patrick McKeown. Des Oxygen Advantage, ça explique la méthode. Et les derniers, moi je conseille les derniers, c'est des Breathing Cure, parce que c'est la version plus de l'Oxygen Advantage. Et dedans, on trouve aussi la respiration Katana, parce que Patrick l'a reprise. Et ça, c'est 2 livres qui m'ont ouvert de portes. Après, c'est vrai que tout ce qui est Joe Dispenza, Bruce Lipton, moi j'ai lu aussi, mais il y aurait tellement à dire. Donc peut-être déjà commencer avec ça. Sur la respiration et sur la méthode Wim Hof, et ça va ouvrir des portes pour vous amener à
pratiquer dans votre quotidien et à changer un peu des croyances et libérer du potentiel. Et après, c'est une voie infinie quand tu commences à t'intéresser à certaines choses, tu vas lire quelque chose qui va parler d'un autre concept, ça va t'intéresser, du coup, tu vas en lire un autre, et puis après, tu dis, mais c'est pas possible, tu peux partir dans tous les sens, quoi. C'est infini et c'est passionnant. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé aborder? Moi, je pense qu'on a couvert bien toutes les choses que je pratique. Peut-être on fera un autre podcast, non, mais pour l'instant, je pense qu'il y en a. C'était riche. Plaisir. Oui, je pense aussi, d'autant plus qu'il y a beaucoup de petites clés, tu vois, de petits hacks, justement, comme j'aime les appeler, qui sont facilement applicables dans nos vies à tous, qu'on soit sportif ou non, et ça, c'est vraiment super. Écoute, je te remercie, Léo, pour ton temps, pour toute cette richesse d'informations, et puis avec plaisir pour un deuxième épisode. Merci. À bientôt, ciao. À bientôt. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.